Hello, hello, welcome to the channel. When today we are at Eclair TV with two people, very interesting show today, because we are going to talk about a bunch of stuff that are very complicated, but we try to go through it. So we have here Frédéric. Hello Frédéric. Enchanté. No English for you? Bah, on va être gentil, on va être sympa. Et Yves, comment ça va? Ça va bien. Alors j'ai deux Guadeloupéens portés, Bordeaux, Grenoble, et alors on peut dire le vin et les Alpes. Les Alpes. Donc tu es un montagnard. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, tout ça? Toujours rugby? Grenoble, j'ai fait pas mal de sport étant plus jeune, ouais. Du ski aussi, qu'on ne va pas retrouver ici, mais je suis en Guadeloupe depuis 2003 et je suis en Guadeloupe et je suis Guadeloupéen maintenant. D'accord. Et tu es Guadeloupéen, c'est-à-dire que tu restes? Oui. D'accord, ben c'est bien. Et est-ce que... en fait, ici, nous, notre émission, c'est Art Session, donc on parle plutôt d'art, mais tu n'es pas vraiment un artiste. Alors, je ne suis pas un artiste personnellement, même si je vis avec une artiste, mais j'ai surtout une passion pour le monde des crypto-monnaies, on va dire, et des blockchains, et les NFT en font partie, donc on pourra en discuter tout à l'heure. C'est ça. Mais et donc à la base, enfin je veux dire, tous les jours, tu es kiné, c'est ça? C'est ça. Mon vrai métier de base, c'est je suis kiné, je fais de la thérapie manuelle et je travaille avec des sportifs en particulier. Et qu'est-ce qui est plus intéressant, être kiné ou travailler sur les cryptos? Je pense que pour moi, c'est une passion qui est quand même relativement récente, même si elle prend beaucoup de place dans ma vie aujourd'hui. Est-ce qu'elle prend de plus en plus de place? Ça prend beaucoup de temps, ouais. Ça prend énormément de temps, c'est 24/7, c'est toute la journée, toute la nuit, toute la semaine, donc c'est un monde en perpétuelle ébullition, ça change tous les jours, et c'est peut-être ça qui me plaît, justement, cette effervescence en fait dans le milieu. Est-ce que tu peux imaginer faire de moins en moins de kiné, plus de crypto? La kiné reste quand même ma première passion, donc j'aurais du mal à lâcher le métier, mais force est de constater que mon temps libre est utilisé pour les cryptos. Mais je parle économiquement. Économiquement, oui, largement. Ah ouais. C'est un monde qui est quand même où il y a de la spéculation, donc il y a de la volatilité, donc il y a ressources à faire des salaires bien plus intéressants que dans la vie de tous les jours. Donc tu agis aussi économiquement dans la crypto, pas que par passion. Ouais. Non, je suis investisseur, mais c'est pas ce qui m'a attiré vers ce monde-là. Mais c'est là aussi. Mais c'est la cerise sur le gâteau, on va dire. D'accord. Plutôt Bitcoin ou plutôt Ethereum? Ethereum. Ah ouais. Yves, ça va? Bien. Mais toi, tu es aussi prof. Je ne suis pas prof, je suis ingénieur. Donc je travaille à l'université des Antilles, à Pointe-à-Pitre. Justement, on se dit un ingénieur qui travaille à l'université, c'est qu'il est prof. Je fais des enseignements pour l'école ingénieur. Donc voilà. Mais sinon, mon principal travail, c'est de travailler. À l'université, je travaille en recherche sur des gros équipements d'analyse, des microscopes électroniques. Donc ces appareils permettent d'observer la matière, même jusqu'au niveau atomique. Donc ce sont des gros instruments qui valent très cher. Et donc moi je suis spécialisé là-dessus. Et j'aide les chercheurs en fait à utiliser ces équipements, à les soutenir dans leurs travaux de recherche, quoi. Voilà. Donc en fait, tu opères et tu travailles sur les instruments qui permettent. Voilà. Et donc, quand tu dis que parfois tu fais cours un peu, parfois, en tout cas tu aides à l'apprentissage. En fait, voilà, donc oui, donc j'interviens, il y a une école d'ingénieurs et donc je donne certains cours. Mais tu donnes des cours à très haut niveau du coup. Oui, vous élèvez ingénieur. Donc parce que je suis spécialisé dans certains domaines comme l'instrumentation scientifique. Donc l'instrumentation, c'est tout ce qui permet de faire des mesures physiques, mesurer les températures, les pressions, des choses physiques. Et moi, c'est ma spécialité en fait, faire ces mesures et connecter à des ordinateurs. Et voilà. Et quel rapport avec l'art alors? Parce que non, mais l'art, c'est là, on a commencé ouais, c'est ça. depuis 5 minutes et on parle
que de choses très techniques au bout du compte. Donc voilà. Donc, comment est-ce qu'on passe de des machines qui calculent ça c'est une partie de ma vie, et une autre partie c'est mes créations artistiques. Mais c'est lié quand même. Sont très liés. Sont très liés parce qu'en fait dans ma pratique artistique, je n'utilise principalement que le numérique. Donc en fait, je fais des œuvres numériques. Donc à partir d'ordinateurs, à partir de logiciels. Donc soit ce sont des logiciels que j'utilise du commerciaux, ou alors je développe du code informatique qui va me permettre de créer donc des œuvres numériques. C'est ça. Alors aujourd'hui, on va discuter d'un truc un peu particulier et l'émission est une émission plutôt technique parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire au mois d'avril qui se prépare depuis 2017, notamment avec des plateformes internet comme OpenSea. C'est-à-dire qu'il y a un artiste qui est inconnu du monde de l'art, mais très connu du monde des NFT, de la crypto, etc., qui s'appelle Beeple, qui a vendu une œuvre, 69 millions de dollars, à Christie's. Alors c'est une sorte de parallèle et de grand écart, puisque d'un côté, Beeple n'est pas du tout connu du monde de l'art, et c'est un travail qui est complètement numérique, qui est complètement à la pointe, presque en avant de ce qui se passe au niveau de la création numérique. Et en même temps, la vente, elle, s'est faite à Christie's, qui est une des plus anciennes institutions et qui agit dans le monde de l'art depuis 1800 et quelques, et qui a vendu tous les tableaux les plus connus, enfin en tout cas, pas tous les tableaux, tous les artistes les plus connus, de Van Gogh à Picasso, à Damien Hirst, à Jeff Koons, etc. Donc, pour nous aider dans cette discussion, on va passer un petit peu 2 petites minutes sur certaines définitions. Donc, notamment, tu m'as un petit peu précédé en parlant d'œuvres numériques. Voilà. Donc, en fait, les œuvres numériques sont des œuvres qui sont, disons, différentes de celles-ci. Exactement. Qu'on va appeler des œuvres tangibles, disons. C'est-à-dire tout ce qui est œuvre sur papier, par exemple crayon sur papier, peinture sur toile, et même la photographie quand elle est au bout du compte imprimée. Et l'œuvre numérique, c'est une œuvre qui peut être scindée en deux. D'un côté, les œuvres numériques qui sont donc faites avec l'aide de l'ordinateur, pour aller vite, ou d'un ordinateur. C'est ça ? Oui. Et de l'autre côté, celles qui sont faites avec un ordinateur, mais dont l'intention est d'être publiée et d'être imprimée. C'est le cas de beaucoup de photos numériques qui sont retravaillées sur Photoshop ou à l'aide d'une tablette, mais dont l'artiste n'a pas l'intention de les laisser en tant que telles, en tant qu'œuvre numérique, mais c'est une sorte de transition au bout du compte, pour que l'œuvre, elle, soit physique, ce bout de papier. Toi, tu en es où ? Et comment ça se passe ? Est-ce que toi moi je fais un peu des deux, hein. Donc en fait dans mes créations artistiques, donc je fais ce que j'appelle des vidéos interactives par exemple. Donc ce sont des installations artistiques. On a quelques photos notamment, mais ça va venir. Donc ce sont des installations où il y a des projections numériques. Et tu en as cette petite fille à l'écran. Non, c'est pas ça. Mais celle-là, c'est quoi ? Donc ça c'est une œuvre numérique que j'ai créée en utilisant de l'intelligence artificielle. En fait là, j'ai voulu parler de. Mais est-ce que cette œuvre a été imprimée ? Elle est à NFT celle-là. Mais est-ce qu'elle est imprimée ? Elle n'est pas imprimée du tout. Si, je l'ai imprimée aussi. À quelle occasion ? Je l'ai montré à une exposition récemment en juin que j'ai faite avec Thierry Major. Et donc elle a été montrée comme une photo. Je l'ai imprimée comme une œuvre, comme une toile quoi. Comme une photo. Comme une toile imprimée. Oui, enfin, ça ressemble plus à la photo, c'est sur du papier photographique. C'est pas une photo, c'est parce que c'est un travail numérique, si tu veux. Donc, non, mais pas si je veux, c'est un travail numérique. Oui, mais c'est pas une photo. C'est plus proche de la photo que de la peinture. Oui. Et c'est souvent imprimé sur du papier photographique. Quand tu dis photo, c'est moi, ça me... Non, mais le papier, c'est le papier photographique. Non, c'est une toile. Ah, tu as imprimé sur toile. Ouais, voilà, c'est d'accord, c'est imprimé sur toile. Donc, tu vois, c'est un support physique en fait. Oui. C'est un support physique. Et aussi, je l'ai déposé sur une plateforme sous forme virtuelle. Donc, c'est une image JPEG. Tu vois, c'est un JPEG que j'ai déposé sur une plateforme. Quelle plateforme ? Donc, qui s'appelle Non Origin.
Non-origine. Non-origine, j'ai peut-être pas l'accent. C'est anglais. C'est Oui, anglais, c'est c'est. anglais. Known, c'est K-N-O-W-N, c'est-à-dire qu'on connaît. Voilà. Known. Non-origine, Ouais. origine connue. Parce que si tu dis non-origine, Point il n'y a io. pas d'origine. Point .io. Non, Ok. ah oui, ok. Non-origine. Non-origine, ouais. .io. Ok. Et donc ça c'est une plateforme, il pourra bien décrire ça, une plateforme numérique où sont déposés des NFT. Est-ce que tu peux me parler de cette œuvre-là, du coup? Mais ça aussi c'est une œuvre, c'est une œuvre que j'ai créée à Mais celle-là, elle est partir. en 3 dimensions et elle bouge. Voilà, et je l'ai déposée à NFT aussi. Mais celle-là, tu l'as pas imprimée. Non, non, Voilà. non, ça c'est une vidéo, donc je l'ai montré uniquement celle-là sur la plateforme non-origine en tant que NFT. C'est ça. Et donc, du coup, ces œuvres, tu me disais que tu en vends aussi des fois. J'en ai vendu. Ouais. Oui. Donc donc là je suis sur cette plateforme non-origine depuis février 2021, hein. Donc ça fait déjà plus de 6 mois, plus de 7 mois même. Et j'ai fait 8 ventes en fait sur le voilà. Donc bon, c'est pas des grosses ventes, hein. C'est Non, pas mais comme c'est Beeple. Non, mais c'est pas la question. Non, mais c'est pas Tu la vois. question parce que. Non, mais si, c'est une question parce que c'est enfin bon, c'est une question. Non, parce que c'est pas la question parce que avant le montant, ce qui est intéressant, c'est le fait de vendre. Et donc- moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est la visibilité, tu vois. C'est-à-dire que je dépose des œuvres sur ces plateformes et je suis vu par des gens C'est internationalement. ça. Quoi. Et Je sors de la Guadeloupe et acheter internationalement. et acheter internationalement. Mais aussi virer internationalement sans passer par la banque. Là, j'ai pas retiré de fonds sur mon. Non, mais oui, mais en fait, tu es payé en Ethereum Voilà, c'est ça. directement sur ta wallet, Voilà, dans mon portefeuille dans ton wallet, portefeuille. Et donc, je du reçois coup, la des Ethers. Voilà. Voilà, donc que la personne soit en Chine, en Inde ou en Martinique, elle peut te payer Sans sans problème. avoir appelé la banque, que j'ai un virement international, etc. Voilà. Et donc ça, c'est un des grands avantages de la crypto. C'est ça. Voilà. Donc on va continuer notre petit chemin vers les définitions. Donc du coup, c'est difficile de parler de la crypto, des NFT, sans parler de la blockchain. Donc la blockchain, est-ce que tu peux nous dire un peu Alors déjà les blockchains. pour que je parce qu'on a- comprenne? Oui, les blockchains déjà parce qu'il y en a plusieurs. Donc on a parlé là à l'instant de la blockchain Ethereum, qui est la plus utilisée pour tout ce qui est art numérique. La plus connue, c'est Bitcoin. La crypto-monnaie la plus connue et celle qui a démarré véritablement le monde des crypto-monnaies, c'est le Bitcoin. Ouais, Voilà. en Mais 2008. moi, j'ai du mal entre blockchain et, par exemple, est-ce que pour moi, et je pense pour beaucoup, le Bitcoin, c'est une monnaie, mais c'est aussi une blockchain. Alors oui, tout à fait. En fait, à la base, une blockchain, c'est un registre qui va être répliqué par différents ordinateurs un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que c'est un registre? Un registre, c'est un registre, hein, c'est là où tout est noté en fait. Voilà. Et justement, le registre, sur ce registre-là, vont être notées toutes les transactions faites sur cette chaîne. Voilà. Donc c'est comme une sorte de liste. Et ça, Base de données. Mais c'est un grand livre en fait qui va être c'est une répliqué un liste, peu à mais différents cette endroits liste dans ne le peut monde. pas être altérée. Elle peut pas être altérée. Donc elle une est- fois qu'on a écrit quelque chose, qu'on a inscrit quelque chose dessus, une Alors. image, une information quelconque, elle peut plus être enlevée, même c'est si elle est enlevée et détruite, mais il reste une trace de ce qui s'est passé. Non, rien ne peut être enlevé. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est la décentralisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul ordinateur ou un serveur qui récolte toutes les données. Au contraire, il y a une décentralisation des données par le biais de différents nœuds, enfin on appelle ça des nœuds réseau, peu importe. Différents ordinateurs un peu partout dans le monde, même dans l'espace en fait. Donc, où on va avoir des ordinateurs qui vont travailler et qui vont répliquer en fait ce registre. Et une fois que le registre a été répliqué un certain nombre de fois, donc en général c'est 6 fois, on valide en fait ce qui vient d'être inscrit dans le registre. Et donc là on passe au bloc suivant. C'est pour ça qu'on appelle ça blockchain. Donc le principe de base c'est ça, c'est d'avoir quelque chose d'inaltérable, décentralisé et potentiellement inarrêtable. Décentralisé, ça veut dire que c'est pas comme, disons, on voit souvent des images assez impressionnantes des serveurs de Facebook qui sont en Norvège, etc. Ça, c'est centralisé. Par exemple, récemment, le gros shutdown qu'il y a eu, enfin le gros arrêt qu'il y a eu sur Facebook, Insta, WhatsApp, c'est justement parce qu'ils ont une centralisation des données. Donc, C'est ça. bon là, a priori, c'était pas un virus, mais si vous avez un virus sur un ordinateur, ou comme OVH, les serveurs d'OVH qui hébergent pas mal de sociétés françaises puis ailleurs dans le monde, quand il y a un problème sur un serveur central, tout s'arrête. C'est ça. Donc, traditionnellement, les grands sites internet
je dis une bêtise, peut-être pas Google, mais Facebook, Instagram, Les GAFAM sont centralisés. etc. Et même les sites des banques, par exemple la BNP, le Crédit Agricole, etc., sont sur un serveur quelque part. Centralisés, oui. Tout à Alors que physique. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où il y a les ordinateurs qui sont allumés 24 heures sur 24, la clim, etc., pour que ça puisse fonctionner et que nous, on puisse aller sur Internet, vérifier et faire nos affaires. Exactement. Amazon et compagnie. Et dans le cadre de la blockchain, en fait, il n'y a pas de serveur quelque part, c'est l'ensemble des ordinateurs C'est l'ensemble qui fait le système. du monde qui Voilà. petit à petit grandissent. Il y en a en Guadeloupe ce qu'on appelle le mining. En fait, ce sont des particuliers qui ont des ordinateurs et qui vont travailler sur cette blockchain, là, qui vont donc stocker en fait et En fait, ils vont utiliser. résoudre des opérations, enfin, ils vont faire des choses sur la blockchain Ouais. et on va les rémunérer pour ça. Mais le mining, on va y revenir parce que sinon on va jamais arriver. Et donc la crypto-monnaie qu'on comprend qui est liée à la blockchain. Donc la crypto-monnaie, elle, en fait, c'est une... Alors moi, j'y réfléchis souvent. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller au Club Med. Et au Club Med, on arrive, on donne de l'argent. Et en contrepartie, on vous donne une sorte de collier avec des petits ronds. Tu D'accord. vois? Je suis pas adepte de T'as jamais été au Club Med? Il faut aller au Club Med, les gars. Ils se mangent les Mais non, donc une fois que tu es dans l'univers du Club Med, eh bien, tu payes avec ces ronds sur ton collier, tu vois. Donc tu as un collier et puis tu peux payer avec c'est 3 ronds, 4 ronds pour un coca, 5 pour un sandwich, etc. Si on doit faire un rapprochement. Bah, attends, en fait, je suis. Ah, tu vois, Et donc, si tu veux, moi je me suis toujours dit, mais c'est un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, on achète des colliers virtuels. Et avec ça, on paye d'autres gens qui eux aussi ont acheté des colliers, donc qui pour eux, ça a une valeur. interagir, ouais. C'est ça. Alors, c'est un petit peu ça. En fait, le principe du Bitcoin, ce qui était vraiment le gros changement par rapport à la finance traditionnelle, c'est que c'est un code en fait qui va donner un nombre limité de jetons, donc de Bitcoin. Donc au maximum, il y aura 21 millions de Bitcoin. Et ça, c'est ce qui a été défini par comment il s'appelle? Par Satoshi Nakamoto. Nakamoto. Donc, une personne, on ne sait pas qui c'est, donc Voilà, une personne ou un groupe de personnes qui ont fait le code. Ok. C'est assez fascinant parce que plus on rentre dedans, particulièrement pour les bitcoins, Ethereum c'est différent parce qu'on connaît l'origine, on connaît l'histoire d'Ethereum, on sait comment ça marche et tout, mais le bitcoin, il y a une sorte de fascination où on connaît pas, on sait le nom de la personne qui est à l'origine, mais personne ne l'a jamais vu. Il est encore vivant ou pas? On ne sait pas. Personne ne sait. Voilà. Et on dit que c'est Vitalik. Non, enfin, on ne sait pas. Regardez le mystère. Mais quelque part, ça ressemble un peu à l'art d'un coup, puisqu'on arrive dans quelque chose qui est pour nous extrêmement tangible, c'est l'argent. Qui est tangible, peut-être pas avec notre carte de crédit, mais qui est tangible parce que tout le monde comprend en fait. Et d'un coup, cet argent, parce que c'est de l'argent, est créé par une sorte d'artiste. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire ou pas? Moi, en fait, je ne me suis pas trop intéressé du coup, à la côté monétaire, quoi. Quand j'ai commencé là-dessus, j'ai trouvé cette opportunité, moi, tu vois, pour me faire connaître, pour t'évader, quoi. Ouais. Ouais. Et aussi pour s'évader, ouais, bien sûr, et pour Mais pour t'évader de la Guadeloupe, je veux dire, en tant qu'artiste. voilà, pour sortir un petit peu Pour t'épanouir. voilà, pour avoir une autre vision, quoi. Donc le côté monétaire, quoi, est venu avec, et c'est obligé de passer par là de toute manière, parce que dès que tu déposes en fait une œuvre dans ce réseau là, sur les plateformes, tu dois payer des taxes d'utilisation du code. C'est pas des taxes, tu te payes le Gaz service. fee, quoi, ouais, si, disons. c'est vrai. Ouais, Oui, enfin, mais tu payes le service. le service, ouais, Ouais. de fee, tu Oui, payes oui. gaz fee. Et donc à chaque dépôt, c'est un certain coût, tu vois. Donc c'est de l'ordre. Moi, quand je dépose une œuvre, c'est de l'ordre de $50, quoi, tu vois, en ce moment. Et tu la revends combien? Je le revends, là j'ai revendu à 0,2 Ether, tu vois. C'est combien? 300 $, c'est ça? Hein? Mais t'es à Mais t'es à 4000 3000, quasiment. 4000, Et à 400 000. 3000, donc 400 $. à plus. C'est combien? 4000, tu fais 0,2 fois 4000, ça fait 800. Ouais, c'est ça. 800. 800. Donc c'est pas mal. Oui. Mais est-ce que... Ah non, mais je dis pas que j'ai. Voilà. Donc effectivement, il y a. Je vais poser la question. Non, mais ce rapport à l'argent. Effectivement. Donc, donc là, par exemple, j'ai vendu ce qu'on a vu tout à l'heure, la Greta.
Oui, je l'ai vendu à 0 un Ether, bon, pas énormément. Mais plus que ce que ça t'a coûté en tout cas. Oui, plus que ça m'a coûté. Et la personne qui l'a acheté, donc en crypto-monnaie, elle a remis en vente sur la plateforme, la même plateforme, à 1 Ether, tu vois, à 3000. Et c'est vendu déjà? Non, c'est pas encore vendu. Je devrais courir l'acheter et la revendre à 10 Ether. Ouais, oui, je peux le faire ça. Mais il faut avoir. Donc si tu, par exemple, si tu l'achètes, un Ether, moi je vais, par contre, je vais être content parce que je vais recevoir 15% de royalties. Je crois que c'est 10%. Je crois que c'est 15 sur non-origine. Oui. Alors ça, 10 ou 15, il faut que je vérifie, mais je crois que c'est... Voilà, donc on se perd un petit peu parce que je voudrais être sûr que tout le monde puisse quand même un peu suivre. Donc du coup, les crypto-monnaies, ce sont des monnaies numériques. Mais comment est-ce qu'on en fait l'acquisition? Alors sur des plateformes d'échange, des échanges centralisés ou décentralisés pour le coup, et où on va pouvoir payer en monnaie fiat, donc c'est des monnaies fiduciaires, donc des euros, des dollars qui viennent de nos comptes bancaires, et on fait un échange. Des monnaies fiat, ça fait un peu comme la voiture fiat, non? Ouais, bah c'est aussi, enfin, je vais pas qualifier, pardon, je vais dire des bêtises, c'est aussi, bref. C'est bien Fiat. C'est super. Ils sont surtout propriétaires de Ferrari, donc oui, ça va pour eux. Ça va pour eux. Mais le principe, c'est qu'une monnaie fiduciaire en fait est centralisée, et donc le principe de base, c'est justement à l'opposé des crypto-monnaies, c'est d'avoir une centralisation de la décision de la quantité de monnaie qui existe dans le monde. Donc par exemple, avec la crise qu'on vient de vivre, il y a eu 10 000 milliards de dollars qui ont été imprimés par exemple par la Fed, la Banque centrale américaine. Donc aujourd'hui, la valeur réelle d'une monnaie fiat, elle est un petit peu toute relative. Pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'après, il y a une question de confiance. C'est ça. C'est une discussion que j'ai beaucoup avec quelques copains qui sont dans la finance, etc. Et on revient toujours à ce problème de confiance et au rôle de la banque, de la Federal Reserve Bank, qui en fait appartient à un pays qui a la bombe atomique. Oui. Oui, et donc il y a une grosse différence quand même. Mais ce que je voulais dire, c'est que au bout du compte, pour faire l'acquisition de monnaie numérique, on est obligé de passer par une monnaie fiat, une monnaie réelle, par sa carte de crédit. En fait, on doit mettre de l'argent sur faire passer son argent fiduciaire vers de la crypto-monnaie. Avec une carte de crédit. Oui, ou un virement bancaire. Ouais. On peut virer. On peut faire des virements, oui. Ah oui? Ouais, c'est pas, enfin. Sur un compte. Ben, sur les échangeurs. Ah, ça, sur les plus grands, Binance ou. Ah, mais je savais pas. Ah si, oui. Moi, je suis CoinHouse. CoinHouse, il y en a plusieurs. Hein. C'est français. Il y en a un paquet. C'est ça. Et Coinbase. Coinbase, c'est aussi un échangeur. En Guadeloupe, on ne peut pas rentrer sur Coinbase. Ah bon? Ouais, il faut un numéro de téléphone français. Il y a une restriction. Il y a des restrictions en fonction des échangeurs, oui. Pour qui pourrait restreindre la Guadeloupe? C'est propre au fonctionnement de Coinbase, en fait, étant donné que c'est une inscription. Donc c'est Coinbase qui ne veut pas nous mettre ou c'est nous qui ne voulons pas travailler avec eux? En fait, on est obligé de passer par ce qu'on appelle un KYC, donc Know Your Customer. Donc en fait, on doit faire une déclaration d'identité. Et lors de la déclaration d'identité, on a une vérification. Est-ce que le KYC, le Know Your Customer, le KYC, juste pour que les gens comprennent, en fait, c'est une sorte de règle qui a été imposée pour éviter qu'il y ait trop de blanchiment d'argent, etc. Et les sociétés sont censées elles-mêmes faire des recherches. C'est un peu ce qu'on connaît avec TracFin ici, ou ce genre de choses. Tout à fait. Mais est-ce que KYC s'applique aussi à Coinbase, etc.? Ah oui. Bon, la plupart des grosses plateformes aujourd'hui sont obligées d'être entre guillemets un peu régulées par les. Mais qui régule par exemple, Coinbase? Les États-Unis vont avoir leur régulation, l'Europe va avoir, la France va avoir sa régulation. Mais comment ils font pour réguler? Parce que du coup, alors la monnaie, elle est décentralisée, mais Coinbase c'est lui, pas une monnaie. est à un endroit précis. Je veux dire, ils sont quelque part, ils ont des bureaux, il y a un boss, etc. Coinbase, c'est un échangeur, donc c'est une société, et la société va être soumise à des règles en fonction des pays. Et en fait, et donc, on ne peut pas utiliser Coinbase en Guadeloupe parce que c'est là que c'est encore compliqué. Là on est sur internet, donc on n'est pas sur juste pour bien comprendre en fait Coinbase, parce que c'est intéressant. Alors c'est de la finance, mais en même temps c'est très lié à l'art, parce que cet art numérique qui
créé par les artistes numériques dans l'idée de ne jamais les imprimer et que cet art n'est jamais une réalité physique, c'est une œuvre d'art. On peut, c'est un débat, mais en gros, tu es d'accord? En gros, quoi. Justement, non, parce que c'est l'intérêt de la blockchain, c'est d'être une certification, c'est un certificat d'authenticité. Donc en fait, non, mais c'est pas en opposition. Ce que je dis, c'est que, juste pour faire la transition entre la raison pour laquelle, par exemple, c'est important pour nous, de Guadeloupéens, de savoir que Coinbase n'est pas disponible pour nous et pourquoi. C'est intéressant, pas parce qu'on a l'intention d'en acheter pour des raisons financières ou de spéculation, mais aussi parce que du coup ça restreint la possibilité pour les Guadeloupéens de participer pleinement à un monde nouveau, notamment un monde d'art numérique. Alors Coinbase, c'est uniquement une société. Oui, c'est une société pour pouvoir t'inscrire. Oui, mais c'est ce que je dis, ça n'interdit pas ça. Je dis pas que ça interdit, je dis que ça limite. Juste que pour valider ton inscription, il te faut donner un numéro de téléphone et que le plus 590 n'existe pas dans leur base. C'est ça. C'est uniquement ça. D'accord. Mais en fait, tu as un numéro autre du fait d'être français, si tu as un numéro français, tu pourras t'inscrire sur Coinbase. 0590, c'est pas français. Plus 590, non, c'est guadeloupéen. C'est chez nous quand même. Mais moi, je me suis inscrit donc sur Coinhouse. Tu prends une autre plateforme, une autre société, sinon. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que non, mais imagine que tu aies l'habitude de. Enfin, je veux dire. Imagine que tu les. C'est pas ouvert à tout le monde, quoi. C'est ça le problème. C'est ça. Si pour des raisons pratiques, il te faut travailler sur Coinbase, tu peux pas en fait. Mais après, il y en a plein d'autres qui sont tout aussi intéressants. Non, mais c'est comme si tu me dis bon, écoute, on interdit l'importation des BMW en Guadeloupe, vous avez qu'à acheter Mercedes, oui. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut acheter Tesla en Guadeloupe? Tesla, c'est différent parce qu'il n'y a pas vraiment de magasin de Tesla. On peut que commander Tesla. Donc c'est la même chose. Non, c'est pas. Mais non, c'est pas vraiment, c'est pas tout à fait la même chose parce que si tu veux, je trouve pas que ce soit la même chose. J'ai pas envie de rester trop longtemps dessus, mais je trouve que c'est pas tellement la même chose. Okay. Tesla, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut charger Tesla en Guadeloupe. Il y a peut-être 2 ou 3 endroits. Chez soi. Ben oui. Donc tu vois, donc c'est pas, c'est autre chose pour Tesla. Pour continuer, donc du coup, NFT. On a défini NFT, on n'a pas défini NFT. Alors on appelle NFT souvent les œuvres numériques qui font l'objet d'échanges sur les plateformes numériques, généralement en crypto-monnaie. C'est ça? C'est ça. Et les NFT, en fait, ça va être donc un objet numérique, mais unique. Donc, tu vois, par exemple, moi je dépose une image, ça va être transformé en NFT. Et cet objet sera unique, donc ce sera toujours moi le créateur de cette NFT, même s'il y a d'autres acheteurs, tu vois. Et il ne pourra pas être coupé en morceaux, il ne pourra pas être détruit. Ce sera toujours cet objet-là. Il va être. On peut détruire un NFT. Si c'est moi qui le détruis, oui. Oui. Moi, je peux le brûler, le burn, je peux le brûler. Sur la blockchain, il y aura pour autant toujours la trace de ce que tu avais créé. Ça ne pourra pas être enlevé. Voilà. C'est ça. Même si tu donc on sait que ça a existé. On sait que ça a existé. Brûler, ça veut dire que si on va chercher, on ne pourra plus voir l'image, ou qu'est-ce que ça veut juste dire que sur ce coup-là, sur cette œuvre numérique-là, la propriété a été enlevée, il n'y a pas de. Ouais. Parce que ça pose aussi des questions importantes, celle de la propriété. C'est ça. Puisque c'est plus quelque chose avec laquelle on peut partir chez soi. On peut partir chez soi dans une certaine mesure, puisque c'est dans notre ordinateur. C'est ça, tu l'as sur ton téléphone. Ouais, c'est ça. Sur ta télévision, tu peux l'observer sur ta télévision, tu peux mettre un cadre. Enfin, tu peux le partager. Puisque tu l'as téléchargé, ton image, tu peux la redonner. Ce ne sera pas la NFT que tu as donnée, ce sera une copie, quoi. Mais bon, pas de souci. Tu peux dire, voilà, j'ai acheté cette NFT, si tu veux, si tu es un acheteur. Donc tu as téléchargé cette image et tu peux te l'envoyer par mail, je peux te l'envoyer et tu auras une image de la NFT qui est sur la blockchain. Et donc NFT, ça veut dire Non-Fungible Token. Voilà, c'est ça. Donc c'est cet objet numérique, token, je ne sais pas comment on peut dire, jeton, objet numérique qui peut pas être donc modifié. Ouais, c'est ça, modifié. Donc il est certifié, il ne peut pas être détruit. Il peut pas être fongible. C'est par exemple, tu as un billet de 10 €. Je te prête 10 €, tu me rends 10 €, si c'est un autre billet de 10 €, je ne pourrais pas faire la différence. Ça aura la même valeur parce que c'est 2 billets, ou même si tu me rends 2 billets de 5, ça sera pareil pour moi. Donc ça, c'est fongible.
Sur les blockchains, en fait, c'est vraiment le certificat d'authenticité pour dire. Alors, ce sont des smart contracts, c'est-à-dire que c'est pas uniquement cette œuvre numérique en fait. C'est smart contract. C'est que tu peux aujourd'hui, il y a même des gens qui sont mariés sur la blockchain, c'est-à-dire qu'ils ont fait inscrire sur la blockchain, donc un bloc dans lequel il a été noté qu'ils étaient mariés. En fait, c'est un contrat en fait. L'acte que tu fais de vente, par exemple, c'est un contrat de vente entre une personne, une deuxième personne, à telle date, tu as vendu telle chose. Donc c'est pour authentifier un acte. C'est ça. Mais le NFT, exactement, tous les arts NFT ou les NFT art, tous les NFT ne sont pas forcément art. Je veux dire, le NFT n'est pas forcément est une technique qui permet de garantir l'unicité et l'originalité d'un document ou d'un objet ou de ce qu'ils appellent les jetons, enfin d'une réalité numérique. Authentifier quelque chose, ça remplace un notaire si tu veux. C'est ça. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, tu vends un NFT d'une œuvre non numérique. Tu peux faire la photo simplement d'un tableau. Le vendre en tant que NFT, ce sera simplement le certificat de propriété. Mais tu peux tout à fait mettre dans ce contrat intelligent, le smart contract, peut tout à fait dire que le fait d'avoir acheté ce NFT à telle personne, à tel artiste, pour tel prix, tel jour, te donne le droit de l'accès à l'œuvre physique. Oui, mais ça c'est autre chose. Parce qu'en fait, ça reste un NFT. Oui, tout à fait. Mais l'usage qu'en font les artistes est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il y a un usage du NFT qui permet aux artistes depuis peu, et c'est quelque chose qu'on cherche depuis longtemps, d'avoir une réalité artistique déjà et d'avoir une économie. Puis pour une œuvre qui, elle, va rester numérique. Elle n'est pas obligée de rester numérique. Non, mais on y vient. Elle n'est pas obligée de rester numérique. Mais les NFT dans d'autres domaines, eux, n'agissent pas en tant qu'art, mais agissent en tant que possibilité de garantir l'authenticité des faits qui sont liés ou qui sont inscrits dans ce document numérique. C'est-à-dire, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être une vente d'une maison, d'une voiture, etc. C'est ça. Et dans une certaine mesure, c'est peut-être difficile à comprendre maintenant, mais je pense que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est plus sûr qu'une carte grise, par exemple. Ah oui, largement. Ouais. Et plus rapide. Plus rapide, plus sûr, ça coûte moins cher. Et derrière, c'est une authenticité qui ne pourra pas être remise en question. C'est ça. Pas falsifiée. C'est ça. Maintenant, enfin, ça, tu vois, moi je trouve ça plus facile à comprendre. Tu vois, parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas tellement de problèmes avec l'argent numérique au bout du compte. C'est juste que on peut encore enlever des billets à la banque. Mais la plupart du temps, on travaille avec de l'argent qui est déjà numérique, puisque la carte de crédit, en fait, ce sont des échanges d'informations. Voilà, ce sont des échanges d'informations, on fait des virements de notre téléphone. Donc ça, on peut comprendre qu'au bout du compte, qu'il y ait cette confiance qui, dans le cadre, par exemple, de l'argent, des milliards de dollars qui ont été mis sur le marché par la Fed, la confiance vient du fait que c'est les États-Unis, qu'ils ont la bombe atomique, qu'ils peuvent garantir l'économie et la soutenir. Dans le cadre de l'échange numérique, on a cette confiance puisqu'on travaille déjà avec les banques, avec la carte de crédit, etc. Et donc du coup, c'est pas loin de se dire pourquoi pas on fera un contrat numérique pour sa voiture et puis dans quelques temps peut-être pour des maisons, pour des choses de plus en plus chères. Donc ça, c'est pas un problème parce que c'est un contrat numérique, une sorte de numérique auquel on fait déjà un peu confiance pour nos cartes de crédit. Mais pour l'art, c'est pas un contrat numérique pour acheter cette fresque ici. C'est un contrat numérique qui est lié à une œuvre qui, elle, n'a pas d'existence tangible. C'est ça, c'est une œuvre. Le NFT, en fait, quand tu vas acheter un NFT, c'est une œuvre virtuelle, en fait. Tu auras une image. J'aime pas tellement le mot virtuel. Parce qu'on a l'impression que le mot virtuel, on a l'impression que ça n'existe pas. Tu auras une image, en fait, une image numérique. Oui. Donc, c'est ça que tu vas recevoir en retour, quoi. Mais, donc voilà. C'est ça. Le problème de ça, c'est que je pense qu'il y a un problème
Et il y a un deuxième il y a deux problèmes et ils sont de nature différente. Le problème de ça, c'est que tu vois ton œuvre numérique Bertha, comment elle s'appelle Bertha, c'est ça Bertha. Tu l'as créé comment? Sur l'ordi, sur la tablette ou ce mélange? C'est créé avec de l'intelligence artificielle. Donc j'ai utilisé, donc je suis parti d'une image. En fait, c'est un mélange. Et cette image, tu l'as prise où? Comment? Sur Internet. Voilà. Une image, déjà, c'est une image qui était numérique. Tu n'avais pas une photo que tu as scannée, par exemple, une photo papier. Donc déjà, ça commence sur le net. Tout était. Je suis parti que des objets numériques au départ, et j'ai développé un petit peu d'algorithme avec de l'intelligence artificielle pour la transformer. Tu as développé comment? En codifiant? En écrivant? Donc, j'ai utilisé des algorithmes déjà existants. Donc ça s'appelle du Stills Transfer. Donc c'est Google qui fait ça, qui met à disposition des bibliothèques d'outils. C'est comme des rhythms pour les artistes en fait. Voilà, c'est ça. Donc c'est des outils qui sont à disposition. Bon, il faut connaître, bien sûr, il faut pour savoir les utiliser. Et moi, ce que j'ai utilisé là dans cette œuvre, j'ai mélangé en fait deux visions artistiques. Donc, une vision utopique de Greta Thunberg. Je me suis dit, cette fille, donc elle a une vision utopique du monde. Tu vois, elle voyage en bateau, elle prend pas l'avion. Tu vois, elle veut une planète saine, tout ça. Et j'ai mélangé aussi avec l'œuvre du peintre haïtien Préfet Duflo, qui lui, dans ses peintures, tu connais, il fait des mondes imaginaires, tu sais, avec. Qui montent au ciel. Voilà. Donc j'ai mélangé ces deux utopies avec cette intelligence artificielle, et ça a donné ce portrait-là. C'est ça. Et donc, du coup, tout se passe sur le net, sur l'ordinateur. Voilà. Tu cherches, tu trouves la photo de Greta sur le net, tu vas chercher une image qui a été photographiée ou scannée d'une œuvre de Préfet Dufour. Voilà. Et je mélanges tout ça dans ta machine algorithmique. Voilà. Donc sur mon ordinateur, ça a pris une journée de calcul, tu vois. C'est ça. Et ça a donné ça. Ça a pris une journée de calcul à l'ordinateur ou à toi? À l'ordinateur. À l'ordinateur. Et avant, j'ai passé énormément de temps pour mettre au point tout ce process. C'est ça. Et donc, du coup, cette image, au bout du compte, elle mesure combien? Elle pèse combien en mégabytes? Ça fait 500 kilooctets. 500 kilooctets. Même pas 1 mégabyte. Non, c'est ça, voilà. 1 mégabyte. Ça suffit. Donc, ça suffit en fait parce que. Non, mais j'y viens. Donc cette image en fait qui fait 1 méga, tu la découvres sur l'écran de ton ordi. C'est ça. Et si tu la prends et tu me l'envoies par mail, tu peux me l'envoyer par mail, elle fait même pas 1 méga. Oui, bien sûr. Ah oui, et quand je l'ouvre sur mon ordi, je sais pas, il y a une centaine de personnes. C'est ça. Donc quand moi je l'ouvre sur mon ordi, j'ai la même image et j'ai exactement la même image. La même. C'est-à-dire que, et si tu l'envoies à Fred, Fred a la même image. Et par conséquent, il a la même expérience artistique. Le même retour. Ouais, c'est ça. Non, la même expérience artistique, c'est-à-dire que, mais par exemple, pas la même valeur. On n'est pas encore là. Oui, c'est ça. Même expérience artistique, oui, mais c'est de la même manière où tu peux aller regarder sur Internet, aller voir n'importe quel artiste, n'importe quelle exposition, mais pour autant, est-ce que le fait d'avoir un certificat qui te dit que cette œuvre t'appartient, est-ce que c'est la même chose ? En fait, en fonction de pour moi, le pourquoi du NFT, c'est d'avoir la possibilité que cette œuvre t'appartient. C'est-à-dire de pouvoir dire, elle est à moi. Beeple, quand il a vendu sa première œuvre là, à 69 millions, c'est 5000 petites photos qu'il a collées les unes après les autres. C'est quelque part, pourquoi est-ce qu'elle a valu autant d'argent ? Premièrement, parce que c'était la première grosse vente NFT aussi importante, c'était chez Christie's, c'était les enchères, il y avait tout un contexte, c'était la bulle qui éclatait au départ, c'était qu'en mars dernier, c'est tout récent. Mais à côté de ça, c'est parce que c'est un Malaisien, si je ne me trompe pas, qui en a fait l'acquisition. Et une fois que tu as fait l'achat d'une œuvre comme ça, ton nom, en tant qu'acheteur, se retrouve sur la blockchain, en tant que premier acheteur de cette œuvre numérique. Donc en fait, ça te fait aussi de la publicité à toi, quelque part. Donc, c'est un peu dans les deux sens.
Je sais pas si tu imagines le grand écart quand même que tu fais entre le début de ton explication et la fin. Ah non, mais c'est... Parce que pour moi... Et en fait, c'est transparent. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est transparent. N'importe qui peut aller voir qui a vendu, qui a acheté, les différents... C'est ça qui est bien aussi, c'est que les différents prix de vente, tout est transparent dans ce réseau-là. C'est pseudonyme, simplement. Comment? C'est pseudonyme, simplement. Tu vas oui, voir ouais, c'est ça. Mais il ne faut pas le nom exact. Et non, parce que le grand écart, on revient avec la transparence, mais le grand écart, si tu veux, c'est d'une part, tu vas pas aimer le mot, mais confondre la valeur artistique et la valeur monétaire. Ah non, je confonds pas les deux du tout. Hein. Mais je vais t'expliquer en quoi. Et d'une part, et d'autre part, confondre la valeur de l'œuvre, la valeur monétaire de l'œuvre, et sa valeur marketing, c'est pas la même chose. J'entends tout à fait. Mais je comprends, parce que c'est aussi très intéressant, parce que effectivement, mais ça c'est une question qui dépasse les NFT ou l'art numérique, c'est la question de l'argent dans l'art, et les raisons. Par exemple, on pourrait imaginer que les premières œuvres qui sont vendues à plusieurs millions de dollars, par exemple, on dira un Van Gogh. Quand Van Gogh s'est vendu, les premiers records étaient, bon, je ne vais pas dire de bêtises, mais disons 20-30 millions de dollars. Il y avait une valeur économique parce que, imaginons que ce Van Gogh était vendu 30 millions de dollars, était acheté par un musée dans un petit pays. La publicité autour de cette vente permettait à plus de gens de venir visiter le musée. Et donc il y avait une valeur marketing, mais qui au bout du compte faisait que plus de gens avaient accès ou avaient une possibilité d'aller voir des œuvres d'art. Aujourd'hui, la valeur marketing est plus une valeur de notoriété pour la personne qui l'a acheté, et etc. quoi. Pas nécessairement une valeur qui va se refléter dans la vraie vie. Elle reste une valeur d'une certaine mesure numérique, un peu abstraite, un peu financière, etc. Mais là où je voulais en venir, c'est que je reviens sur mon truc, je suis un petit peu dessus, mais je reviens sur mon truc, c'est que tu fais Greta sur ton ordi avec ton truc, ta machine, tout ça, tu me l'envoies. Moi, j'ai sur mon ordi la même image que toi, exactement la même. Exactement pareil. Fred a la même image. Et donc, l'expérience artistique est exactement la même. Ben oui. T'as pas l'air sûr. Si, non, mais c'est ce que tu appelles expérience artistique. L'expérience artistique de la personne qui est en face d'une œuvre. Ce que j'appelle l'expérience artistique, c'est l'expérience que vit la personne en face d'une œuvre d'art. Ok. Elle est la même. Oui, bien sûr. Puisque c'est la même œuvre. Alors, sauf si tu as un ordinateur pourri avec un écran pourri, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Or, si moi je vais au Louvre, je prends une photo de Mona Lisa, je t'envoie la photo, je vous envoie la photo, vous allez voir la photo de Mona Lisa, mais vous n'aurez pas la même expérience que moi en face de Mona Lisa au Louvre. Exactement. Voilà. C'est vrai. Et voilà. Et donc avant, je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais avant, dans le monde d'avant, qui plutôt le monde de maintenant, mais dans le monde d'avant, les NFT, on accordait de la valeur au fait d'avoir l'œuvre et d'acheter une œuvre, c'est-à-dire d'acheter Mona Lisa et de pouvoir la voir chez soi, physique. parce que là, il y avait une valeur dans l'expérience artistique qui était unique. Or, dans le cadre des œuvres numériques, pas toutes, mais de Greta certainement, l'expérience artistique n'est plus unique. Même si il y a une unicité de la relation, même pas du fichier, mais de la relation du fichier à l'artiste. Ouais, mais bon, si tu vas sur la plateforme que tu achètes cette œuvre-là, qu'est-ce qu'on achète? Tu vas acheter cet NFT, cet objet, et tu seras le propriétaire de cette œuvre. Donc moi j'achète. Donc tu auras cette particularité, tu seras propriétaire de cette œuvre. Tu n'auras pas juste une copie de Greta que je t'ai envoyée, tu seras propriétaire. Et moi je serai plus propriétaire de cette œuvre, je serai toujours le créateur, mais toi tu seras c'est toi qui vas déposer, qui va. Voilà. J'entends, mais. Donc ça apporte une certaine. Je suis propriétaire de quoi? Moi ce que je pense, c'est que je suis propriétaire d'une relation un peu abstraite, qui est celle
de l'artiste et de ce fichier. Et cette relation, qui est une sorte d'abstraction, eh ben, je suis propriétaire de ça. Parce que je suis certainement pas propriétaire d'une expérience artistique, puisque c'est la même que moi, c'est la même que celle de Fred. Aujourd'hui, quand tu regardes sur le net, tu peux trouver à peu près l'entièreté des galeries d'art qui se trouvent sur la planète. Donc tu peux tout à fait aller visiter les différentes œuvres et pour autant ne pas souhaiter en acquérir une. Si tu souhaites en acquérir une, c'est que tu as besoin de... Quelque part, tu as une expérience améliorée. Tu y portes une plus grande attention, une plus grande valeur, le fait d'acquérir cette œuvre-là, parce qu'elle t'a parlé, parce que ce que tu veux. Donc quelque part, là, en fait, on parle plus de NFT en tant qu'art numérique, et NFT, pas forcément art numérique. Si je repars sur autre chose que l'art, si aujourd'hui, dans l'immobilier, tu achètes un NFT d'une maison aux États-Unis, tu peux en percevoir les loyers tous les mois. Donc en fait, là, de la même manière, tu peux en effet acquérir des images numériques. Pour autant, ça se passe aujourd'hui. Alors, les premières NFT, c'était les CryptoPunks, les CryptoKitty, des toutes petites images qui sont vilaines à souhait, qui ressemblent à rien. Mais, par exemple, pas plus tard qu'hier, il y a une personne dans le monde des cryptos qui a son CryptoPunk qui lui ressemble étant donné qu'il est dans la 3D. Donc c'est un CryptoPunk avec des lunettes d'un côté rouge, de l'autre côté bleu. Donc ça vraiment ça le représente. Et les CryptoPunk, excuse-moi, mais les CryptoPunk en fait ce sont des œuvres numériques NFT qui ont eu beaucoup de succès. Oui. Et on les appelle les CryptoPunks parce que sur la base ça représente une sorte de personnage un peu mince et qui ressemble un peu à un punk et dont la définition est un peu comme à l'époque pixelisée un peu comme à l'époque des Space Invaders. C'est ça. Et donc ça fait le tour de la planète. C'est pas créé par un artiste à l'opposé de Beeple, c'est créé par une sorte de groupe ou par un groupe quoi. En tous les cas, c'est ça. Donc ce CryptoPunk, hier on lui en a proposé 9 millions de dollars et il a refusé de le vendre parce que c'est son CryptoPunk qui lui ressemble à lui et c'est l'image qu'il va par exemple mettre sur son compte Twitter, sur son compte Twitter voudrait justement mettre des NFT pour les visages des personnes, enfin pour la description, dans ta description, comment on appelle ça, dans ton compte, profil, en fait, dans ton profil, la photo de profil, que ça devienne des NFT. C'est ça. Et donc, ce CryptoPunk qui, en matière d'art, quand tu parles d'expérience, tu vois, par rapport à cet art-là, qui reste de l'art quand même, malgré tout, qui ne me plaît pas à moi, mais qui pourrait plaire à plein de gens. Ah, t'aimes pas les cryptos? T'aimes pas les CryptoPunk? Non, en tant qu'expérience artistique, je trouve ça laid. Maintenant, ça a de la valeur. Tu trouves ça laid? Moi, j'aime bien. Ah ouais? Ça me fait marrer, en fait. J'aime bien ce côté minimaliste, là, avec des carrés, tout ça. Ça transmet plus une philosophie que véritablement. Donc, il faudrait le prendre au 2e ou 3e degré pour que ça devienne intéressant. Mais en tant que... Ou pas, ça c'est ton avis, c'est pas l'avis de l'artiste. Hein. Je trouve que c'est beau. J'ai pas dit que c'était beau. Non, mais ça me plaît bien en fait. Mais en dehors de si c'est beau ou pas, c'est très intéressant de toute façon. Et puis cette idée de prendre un objet ou une figure et d'en faire des choses différentes, dans le sens où en fait, moi ce que j'y vois quelque chose de très urbain, mais je ne peux pas trop en parler parce qu'on n'a pas de photos. Je voudrais finir avec les définitions. Tu voulais parler des métaverses? Oui. Donc, tout à l'heure, tu parlais de possibilité d'aller voir sur place, voir au Louvre Mona Lisa. Aujourd'hui, il existe justement des sociétés qui ont mis en place ce qu'on appelle les métaverses, un peu comme Ready Player One, le film, où en fait tu as un monde parallèle complètement numérisé, donc où tu peux tout à fait créer en fait ta galerie d'art à toi et y mettre dedans toutes les NFT que tu as pu acheter. C'est ça. C'est un peu des galeries. Nous, on a fait ça avec Polar Sphere, avec Kunstmatrix, etc. Exact. Mais c'est dans le blockchain. C'est dans la. Kunstmatrix n'est pas sur la blockchain, je pense. Non, mais les métaverses. Les métaverses sont sur la blockchain. Comment est-ce que c'est différent des Sims ou de Second World ou même de ce que ma fille fait tout le temps de Poca Boca? Le principe des NFT, alors le gros passage, on s'écarte un peu de l'art, mais dans le gaming, tu vois de quoi je parle, les Sims et les Second World. Complètement, où tu peux toi-même créer. C'est un peu la même chose, si tu veux. Le principe des NFT que tu vas acquérir, que tu vas acheter,
ça va être la possibilité d'aller les mettre justement dans ces mondes parallèles. Donc tu pourrais très bien imaginer que ce soit GTA pour les jeunes qui aiment bien. Mais alors là, ça serait intéressant parce qu'à un moment, encore une fois avec ma fille, elle fait un truc qui s'appelle, elle fait Minecraft et Toca Boca. Et à un moment, je lui dis, mais est-ce qu'on pourrait construire un grand musée sur Minecraft et comme ça, moi, je pourrais montrer mes œuvres dans ton musée. Mais moi, je pensais prendre des photos de mes œuvres à moi et les accrocher dans son musée virtuel. Alors qu'en fait, avec tes métaverses, ce qui serait encore plus intéressant et qui aurait aussi peut-être un peu plus de sens, peut-être que tu me diras si je dis quelque chose, si c'est un sens pour toi. Imaginons que les métaverses créent un monde différent, parallèle, monde d'art parallèle, avec différents musées, différentes galeries, etc. Mais que pour accrocher dans ce monde parallèle, il faut être propriétaire du coup des œuvres. Et donc, il faut avoir acheté les œuvres. Et là, ça aurait un sens. Parce que c'est ça. Ouais, donc, mais là, ça a un sens parce que d'un coup, on a un usage, si tu veux, qui est exclusif. Ah, tout à fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est tout à fait le cas, en fait. C'est pour ça que le monde des blockchains et des cryptos et de l'art dans ce monde-là, c'est infini en fait, il y a énormément de possibilités. Et qu'est-ce qu'on a comme métaverse qu'on pourrait... Où est-ce qu'on pourrait aller ? Tu vas voir The Sandbox, t'en as plusieurs en fait qui existent. Sandbox. Comme en anglais, S-A-N-D, plus loin B-O-X. C'est .io, .app, .quoi. Bon, on va trouver Sandbox. Ok, et donc je voulais vous dire deux dernières choses. Les différentes plateformes où on peut voir des NFT sont OpenSea. Ouais. Donc OpenSea, je vais juste les nommer. Après, les principales qu'on a un petit peu vues sont OpenSea, Wearable, Non-Origin, Portion and Foundation. Alors ce que j'ai compris, c'est que OpenSea et Wearable. Alors Wearable, ça vient du mot rare, rare, et Wearable, c'est rendre rare ou tout ce qui est rare. Donc OpenSea et Wearable, un peu tout le monde peut exposer dessus pour parler vite. Et après, on a Non-Origin et Portion qui sont où il y a une sélection, c'est ça ? C'est ça. Et donc toi, tu es sur OpenSea aussi déjà. Ouais, sur OpenSea, sur Haribo, sur Portion. Partout en fait. Et sur. Je suis sur 4 plateformes pour le moment. Et sur Portion. Yes. Voilà. Et Foundation, c'est sur invitation. Ouais, Foundation. Est-ce que ça t'intéresse pas ou t'as pas encore été invité ? Si. Non, t'attends une invitation. J'ai déjà créé mon login sur Foundation et j'attends une invitation. T'attends une invitation. Donc si le gars de Foundation regarde notre émission, Inversion vous attend. C'est une plateforme très élitiste aussi, donc les ventes, si tu parles, Skyrock. C'est chaud quoi. Les gens ils vendent des. Donc il y a différentes catégories de plateformes quoi. Tu vois, il y en a où les ventes sont faites à des prix beaucoup plus élevés que d'autres quoi. C'est ça. Et un autre. Ils sont très sélectifs en fait. C'est ça. Donc ce n'est pas que prestigieux, c'est aussi économiquement intéressant. Ouais, c'est ça. D'accord. Et tu as mentionné aussi un moment vite fait, je ne sais pas si on va pouvoir suivre, il y a aussi des personnes en Guadeloupe qui font ce que tu dis, du mining, on appelle ça le mining. Mining, ouais. Ça s'écrit M-I-2-N, c'est 2-N, un seul N, M-I-N-I-N-G. Alors mining, ça vient de la mine, comme les gens qui allaient à l'époque chercher de l'or dans les mines d'or, etc. C'est l'analogie avec le Bitcoin qui en fait est l'or numérique actuel. Et étant donné qu'il y a une difficulté à réaliser les différentes transactions pour participer au réseau, les gens sont rémunérés pour ça, et donc c'est pour ça qu'on a appelé ça faire du mining. J'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Pas compris. Non. Le fait que les gens soient dans le réseau pour... Quel réseau ? Alors, les personnes qui possèdent des ordinateurs, qui vont valider des opérations dans le réseau du Bitcoin, d'accord, vont être rémunérés en Bitcoin pour ça. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le mining, parce qu'ils travaillent pour faire sortir du Bitcoin, pour créer du Bitcoin. Et donc, on appelle ça le mining. C'est pas exactement ça, parce que moi, ce que j'ai compris, tu me diras, vous me direz, ce que j'ai compris, c'est que le Bitcoin est à nombre limité.
Oui. qui est différent de Ethereum ou Cardano ou Solano par exemple, qui eux, ce qu'on peut encore Là, on rentre faire du mining, dans des détails. et on peut même faire du mining de notre propre monnaie. En fait, le Bitcoin, numérique. c'est du proof of work. Mhm. Donc, c'est une preuve de travail. Donc, on paye les gens en Bitcoin, on rémunère les mineurs en Bitcoin pour le fait qu'ils travaillent pour le réseau. Alors que sur Ethereum, on est en proof of stake. Donc, c'est le fait de posséder de l'Ethereum qui fait qu'on valide en fait le système. C'est pas les mêmes fonctions. Voilà. C'est une blockchain Mais différente. c'est deux façons de miner en fait. Ouais, il y a même proof of time. Il y a D'accord. d'autres. J'ai toujours pas chaînes compris, encore. mais je pense que c'est le genre de truc qu'on va comprendre petit à petit. C'est ça viendra. Ça viendra. Ça, c'est très spécialisé, quoi. Ouais. Mais n'empêche, c'est très spécialisé. Mais en fait, pour parler vite, encore du mining, parce que on dit mining, c'est ça? Oui. Du mining, c'est fascinant parce que aussi la relation avec l'art et l'argent dans ce cadre-là est assez intéressante. J'explique d'où je viens. Le Bitcoin, c'est un peu à part parce que c'est censé être un numerus clausus déjà. Donc ça, c'est ça. Mais pour les autres monnaies, y compris les monnaies que certaines personnes veulent faire eux-mêmes. Par exemple, on peut très bien décider, j'achète 4 ordinateurs, je mets chez moi dans une salle climatisée, je peux créer ma propre monnaie, ma propre monnaie numérique. Elle vaudra ce qu'elle vaudra, mais enfin, bon, chacun peut le faire. La demande. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer des Ethereum Pour pouvoir miner de l'Ethereum, il faut avoir un nœud, et c'est 32 Ethereum. À 4000 € l'Ethereum aujourd'hui. Oui, quel que soit. Mais on peut quand même le faire. Je veux dire, c'est... Oui, tout à fait. Oui, on peut le faire. Il faut des machines, il faut etc. Mais c'est possible, disons. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, à la différence de l'argent réel, c'est-à-dire de l'or au bout du compte, parce que l'argent est baqué sur l'or. L'or, je dis une bêtise, hein, mais on se promène là, on regarde dans la terre ou dans la rivière, machin, et on trouve des pépites d'or. Et là, il y a aussi un travail qui est fait. Donc, dans une certaine mesure, la monnaie correspond à un certain travail ou à quelque chose. Et dans le cadre, et ce que je trouve intéressant, c'est que dans le cas de la monnaie numérique, quelque part, il y a une valeur travail qui est plus importante que juste de trouver des pépites d'or dans l'eau, quoi. La valeur travail pour trouver des pépites aujourd'hui. Non, mais à l'époque. Pas simple, hein. Oui, mais même. Tu vois ce que je veux dire? Parce que voilà. Et parce que c'est pour ça, en fait, c'est ce qui donne de la valeur en fait aux monnaies numériques, c'est que la difficulté pour pouvoir faire du minage, elle augmente avec le temps. Donc il y a 18 millions aujourd'hui, un peu plus de bitcoins qui sont déjà en circulation, donc il en reste 3 à faire sortir jusqu'en 2140. Donc en fait, ça va être de plus en plus difficile d'en trouver. D'où l'analogie toujours. Oui, mais en même temps le prix va monter, donc c'est à peu près pas. Enfin, ça me semble à peu près pareil parce qu'il y en a peu, donc les prix montent, mais on peut quand même travailler. Mais ce que je voulais dire, je voulais un petit peu revenir parce que je ne veux pas qu'on passe trop de temps sur les choses trop techniques. Pour ici la Guadeloupe, tu m'as envoyé un truc, c'est par rapport à OHM. C'est quoi OHM? Home Compétences. Home Compétences, c'est un organisme de formation. Mais OHM, ça veut dire quoi? OHM? C'est Home. Home. C'est le symbole Home. Ah, c'est Home, d'accord. Home Compétences. C'est ça. Donc ça, c'est le nom d'une association. C'est un organisme en fait de formation qui a créé à côté de son organisme donc en fait un club de personnes qui peuvent être intéressées par différents sujets. Donc à la base c'est un club qui va s'intéresser plutôt aux chefs d'entreprise qui sont un peu seuls, en particulier qui ont traversé la crise de manière un peu seule. Et on propose en fait dans ce club de réunir ces personnes une fois par mois pour discuter de différentes thématiques en fait avec un expert qui va exposer un sujet et derrière avoir une discussion donc recréer du lien en fait finalement. Et la semaine prochaine le sujet c'est la crypto. Jeudi prochain on a une soirée spéciale sur la crypto, ouais, tout à fait. Et donc opportunité business crypto-monnaie. C'est ça. C'est quoi la partie business de opportunité business crypto-monnaie? En fait, je rencontre pas mal de personnes aujourd'hui qui sont
très intéressé par le côté spéculatif. On est dans une phase un peu particulière dans les crypto-monnaies qu'on appelle bull run, enfin c'est une montée exponentielle pendant un certain temps. On est en plein dedans en ce moment, donc les gens commencent à s'y intéresser, à entendre un peu à droite à gauche, mais ne savent pas forcément quoi acheter, où acheter, ce qu'il faut acheter, quand, etc. Le gros risque, en fait, c'est de perdre de l'argent, parce que la volatilité est bien plus importante que dans la finance traditionnelle. C'est pour ça que tu préfères Ethereum que ouais, Bitcoin. Non, c'est pour le principe, en fait, la chaîne Ethereum permet de faire des smart contracts, donc ce dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est en ça que je suis plus intéressé. Après, il y en a encore d'autres qui m'intéressent beaucoup plus. Mais le principe, en fait, voilà, c'est un peu de démocratiser un petit peu ce nouveau monde qui, pour moi, ressemble un peu à l'Internet des années 2000. On avait des grandes institutions françaises qui ne voulaient pas du tout rentrer dans Internet, puis on voit ce que ça donnait. Voilà, c'est de démocratiser un petit peu. Ce que je trouve vraiment intéressant dans ce monde-là, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de couleur de peau, de confession religieuse ou que sais-je. Toute personne qui fait ses devoirs, qui s'y intéresse un petit peu, peut tomber sur vraiment des choses intéressantes. Et surtout, ne pas perdre d'argent quand on investit, c'est quand même le plus important. Et la soirée, c'est 50 €. Oui, voilà. C'est cher ou pas? C'est une participation aux frais, en fait, parce qu'on va être non, mais est-ce que c'est cher ou pas? 50 €. Il y aura à manger, à boire, il y aura une belle présentation, donc à mon sens... Ah, c'est 50 €? Mais je sais pas si c'est cher ou pas, parce que en fait, si tu y vas et que tu apprends tout ça sur la crypto-monnaie, que tu peux investir et que tu vends 18 tableaux le lendemain à 2 Ethereum. Le simple fait de participer à la soirée, d'avoir quelque chose à manger, à boire de manière sympathique, de croiser des gens, chose qu'on peut plus tellement faire depuis un petit moment, en respectant bien entendu les distances, tout ce qu'il faut. Rien que pour ça, 50 €, je pense que c'est... D'accord, parce que toi, tu payes 50 € pour mettre des œuvres d'art. Ça se fait en 3 secondes et voilà, tes 50 € sont partis, tu n'as rencontré personne, tu vois. En préparant tout ça, j'ai pensé à Elon Musk, il a créé PayPal. Et PayPal, c'est un petit peu le précurseur. Et souvent, lorsqu'on parle au début, quand on parlait de crypto-monnaie, on disait mais c'est un peu comme PayPal. Et en fait, non, il fallait réexpliquer, donc c'est pas du tout pareil. PayPal, et donc, c'est centralisé, c'est pas bien. Centralisé, c'est les personnes de la société ou de l'agence bancaire, c'est eux qui décident en fait ce qui va se passer derrière. Ils peuvent choisir que ça monte, que ça baisse, ils peuvent choisir de bloquer ton compte, ils peuvent choisir tout ça. La finance décentralisée, c'est l'inverse. La finance décentralisée, c'est écarter tous les intermédiaires, c'est te permettre d'être en lien direct avec une personne à l'autre bout du monde de manière instantanée avec des frais qui sont minimaux. Et donc, vraiment Elon Musk, il dit c'est que l'argent n'est qu'une série hétérogène de données qui n'agit pas de façon instantanée, à part PayPal ou quelques autres, qui est pour lui, pour l'instant, le système est trop lent, mais qu'il y a dans la crypto la possibilité de stocker des valeurs, qui a deux usages, celle de stocker les valeurs et celle d'échanger des valeurs, qui sera impossible de détruire la crypto, mais que certainement on peut la ralentir, et que certainement aussi on va vers un monde où l'argent sera de moins en moins en papier, un peu comme l'art n'est plus et sera de moins en moins sur papier ou sur toile. Et est-ce que quelque part l'expérience que proposent par exemple des artistes comme Damon Hirst, est-ce que vous avez regardé un petit peu ça? Non? Il a vendu des NFT, c'est ça? Oui. Il a vendu, ouais. Tu as regardé Damon Hirst? Rapidement. Ah. Il a vendu, je sais pas, mais c'est des 10 000 pièces. Oui. 10 000, enfin je sais plus combien, enfin un truc énorme quoi. Et puis à des coûts aussi très élevés quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que Damon Hirst, lui, il a créé un programme pour aller vite. Il a fait 10 000 œuvres d'art sur papier qu'il a liées à des NFT, un peu comme des contrats, pas comme tes œuvres. Ce sont des vraies œuvres sur papier qui sont liées à des NFT comme
tes contrats que tu décrivais un petit peu plus tôt, et qu'il a mis tout ça sur le marché à 2000 € pièce. Il en a fait 10 000, il a gagné 20 millions d'euros, ou de dollars, ou de pounds, de livres sterling. Mais une fois qu'il a tout vendu, il y a un contrat tacite, c'est qu'au bout de 3 mois, 4 mois, le propriétaire doit choisir s'il veut garder le NFT, enfin l'œuvre NFT ou l'œuvre en papier. Et brûler l'autre. Et voilà, brûler l'un ou l'autre. C'est burn le NFT s'il ne veut pas le NFT et burn le papier. Et donc moi avec quelques amis, on a essayé d'en acheter mais on est arrivé trop tard. Mais tout le monde disait qu'ils allaient garder le NFT et pas le papier. Là-dessus, je ne serais pas complètement de ce côté-là. Ah oui. Parce que pour moi, j'ai une maman qui faisait de la reliure, qui est prof de reliure, et le physique a une importance quand même, le concret a une valeur que le numérique ne pourra pas remplacer. C'est pas vrai. Sur l'art. Hein? C'est pas vrai? Non. Moi je sais pas, ça dépend. Enfin, moi déjà j'aurais pas acheté ça, mais C'était obligé. Si ton épouse te dit ah chérie je t'ai fait une non ça coûte 2000 $. Tu vends 3 NFT et c'est bon. Je peux acheter une tablette à ma fille ou un truc comme ça. Non, imagine ton épouse te dit ah chérie je t'ai fait une surprise pour l'anniversaire, je t'ai acheté un Damien Hirst. Tu seras par contre il va falloir que tu choisisses. Je sais pas si je prendrai l'œuvre physique. Mais c'est obligé de choisir maintenant. Ouais, je prendrai la NFT. Voilà. Le truc, c'est qu'on ne sait pas si ça a plus de valeur, mais les personnes avec lesquelles j'ai fonctionné se sont tous projetés dans une propriété de l'œuvre de Damien Hirst, dans une propriété complètement spéculative. J'ai pas trouvé une personne qui était juste très, à part toi, tu vois, qui était, attends, mais je voulais jusqu'au bout. Je vais trouver une personne qui était prête à prendre l'œuvre et trop contente de l'accrocher et de la garder pour le reste de sa vie. Mais c'est intéressant. Et donc du coup, et toutes les personnes avec lesquelles j'ai discuté se sont dites, tiens, moi je peux acheter un Damien Hirst et je garde le NFT et comme ça je vais pouvoir le revendre dans 1 an, dans 2 ans. Pour moi, ça veut dire 2 choses. La première, c'est qu'en fait, pour moi, ça veut dire une chose très importante, c'est que ces personnes, malgré l'âge récent des NFT, ont confiance en ce marché, pensent que le marché va tenir et que l'œuvre va continuer à grandir. Parce qu'il y a à la fois le fait que Damien Hirst soit très connu et le fait que le marché soit actif pour l'instant. Alors qu'en fait, les gens auraient pu se dire, ben non, moi je prends mon papier parce que ces NFT, on ne sait jamais où ça va. Et tu as fait le revendre de la même manière. Aujourd'hui, les Picasso... non, tu peux pas le revendre de la même manière. Je t'explique pourquoi. Parce que ton œuvre papier, c'est ce qui m'a été dit souvent, c'est que l'œuvre sur papier, ben, il va falloir que j'attende qu'on me l'envoie. Ah oui, c'est pas instantané, c'est ça que tu veux dire. C'est pas ça, mais c'est parce que entre le moment où il quitte l'atelier de Damien Hirst et qu'il arrive en Guadeloupe, elle peut disparaître chaque jour. Ah oui, mais un NFT peut disparaître chaque jour. Tu peux te faire pirater ton wallet. Oui, mais moins quand même. Moins. Pas forcément. Elle peut brûler. Elle peut être. Les albums photos argentiques. Toutes les mamies ont un album photo quand on était petit. À côté de ça, les photos de quand tu étais petit qui étaient sur un disque dur par exemple, j'ai perdu beaucoup plus de disques durs que j'ai perdu d'albums photos. Mm-hmm. Donc je suis pas persuadé en fait. Il y a même une étude qui était menée là-dessus de dire que non, mais le numérique risquait de beaucoup plus rapidement. Ouais, mais le NFT il est sur la blockchain. Il est sur la blockchain, donc normalement. C'est vrai. C'est ça. Le NFT sur la blockchain. Le NFT, c'est pas pareil qu'un disque. Le NFT sur la blockchain, numéro 2. Bon, je suis désolé que tu aies perdu des photos. Moi, j'ai perdu des photos de ma grand-mère aussi, mais enfin, ça valait pas 2 millions d'euros, quoi. Ah non, tu vois, c'est pas pour la valeur. Si je veux l'objet pour toi, concret, pour toi, une valeur personnelle. Pour toi, mais pour le gars qui achète de façon spéculative. Tu vois, il n'a pas besoin, il n'est pas inquiet chaque fois que l'œuvre est en train de se déplacer. Il n'a pas de frais de stockage, où est-ce qu'il va mettre son truc, est-ce qu'il y a la clim, ou, etc. Et puis il a la satisfaction d'être et pour le vendre il se pose pas la question il faut que la personne aille regarder, qu'il l'envoie, etc. Le NFT ça se fait tout de suite quoi. Pardon, ce que tu disais au début, c'est-à-dire la différence entre quelqu'un qui va avoir l'œuvre
pour ce que ça représente pour lui de l'avoir chez lui par exemple ou dans sa galerie si c'est chez toi par exemple, versus quelqu'un qui va acheter simplement pour faire de la spéculation. Il y a beaucoup de gens qui sont sur les crypto-monnaies pour la spéculation uniquement. Exactement. C'est pas forcément. Et du coup, les gens qui sont qui achètent de la crypto-monnaie, par exemple, j'achète de l'Ethereum ou quoi, comme refuge de valeur pour la spéculation, il y en a d'autres qui achètent des Damon Hirst de la même façon. Avant, on faisait déjà ça avec le monde de l'art. On achetait des tableaux, mais les tableaux, on les accrochait quelque part, on les envoyait, les gens pouvaient les voir, on pouvait faire des expositions. Aujourd'hui que l'œuvre est numérique, quelle différence? On peut acheter soit un Damon Hirst, soit de la crypto, soit des bitcoins. Oui, c'est pareil. Tout à fait. Après, comme je te dis, c'est que sur Ethereum, tu as les smart contracts qui te permettent d'avoir l'acquisition de l'œuvre NFT numérique, mais que ce soit lié avec un contrat, ce que tu disais sur le contrat au bout d'un certain temps. Tu comprends pas, tu vois pas où je veux en venir, j'ai l'impression. Si, mais je vois où tu veux en venir. C'est-à-dire que d'un coup... Mais non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, je fais pas en fait d'opposition entre les deux. Non, mais c'est nécessairement. Non, mais moi non plus. Ce que je dis simplement, c'est que aujourd'hui, parce qu'en plus le projet de Damon Hirst s'appelle Currency, ce qui veut dire l'argent. Hein. Aujourd'hui, si moi j'achète des bitcoins, je peux acheter des Damon Hirst. Et c'est exactement la même chose. Qu'avant, il y avait quand même une œuvre que je vais aller chercher, que je vais accrocher, etc. Maintenant, il n'y a plus d'œuvre. Et donc, quelque part, peut-être que les artistes numériques, ils n'ont pas besoin de miner avec leurs ordinateurs, ils peuvent juste miner avec leurs tablettes et leurs crayons. Et s'ils ont une popularité assez importante, eh ben, ils peuvent devenir... l'œuvre devient une currency finalement, puisque ça peut s'échanger de la même façon, avec la même rapidité, sur les mêmes plateformes, etc. Est-ce qu'on peut imaginer... moi, j'étais assez surpris de savoir que les Guadeloupéens n'avaient pas accès à Coinbase. Et en même temps, parce que en préparant l'émission, je me demandais est-ce qu'on peut imaginer que la Guadeloupe puisse commencer à utiliser la crypto-monnaie comme monnaie d'échange, un peu comme le El Salvador. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer? Alors ou est-ce que c'est trop tôt? Que la Guadeloupe l'utilise comme monnaie nationale, parce que c'est le cas pour le Salvador, premier pays au monde à l'avoir fait. Non, parce que notre monnaie c'est l'euro, on est français, donc ça on ne pourra pas le faire. Pourquoi? Étatiquement, parce qu'on dépend de la France pour ça. Après, par contre, on est aussi caribéen, et dans le cadre de la Caraïbe, on pourrait tout à fait imaginer une monnaie caribéenne qui serait super intéressante pour des transferts de valeur, par exemple. Mais tu dis en crypto? Ah oui. Mais pourquoi pas Bitcoin? Ah ben, ça pourrait être le cas, mais enfin, on pourrait avoir une monnaie typiquement caribéenne. Oui, mais oui, mais ça c'est autre chose. Ouais. Mais dans un sens, ça sert à rien, puisque on est maintenant dans un monde décentralisé, Bitcoin, Ethereum, tout ça. Aujourd'hui, tout le monde peut utiliser les crypto-monnaies en France. Oui, mais au point, par exemple, de se dire, mais sinon le président du conseil régional dit bon, moi je vais faire pilote, je vais faire une nation pilote ou un endroit, un territoire pilote. En fait, et un peu comme le El Salvador, installer une application spécifique à la Guadeloupe et installer des distributeurs de billets qui feraient qu'on pourrait enlever ces bitcoins en euros pour aller sur le marché, etc. Mais que quand on travaille, par exemple, que notre employeur puisse nous payer en bitcoin. Mais aujourd'hui, c'est déjà le cas en fait. Non, on n'a pas de distributeur ici. Bah, tu as n'importe quelle banque qui te permet de faire ça. Tu as par exemple Binance ou d'autres échangeurs qui fournissent leur propre carte bancaire. Donc avec cette carte bancaire, tu peux aller dans n'importe quel distributeur et retirer de l'argent. Fiat, donc des euros. Tu peux le faire. Sans transférer la Binance crypto. Avec des cryptos dessus et avec ta carte, tu récupères. Super. Ça, c'est faisable. Merci d'être venu. On a un mot de la fin? On a un mot de la fin? Non. Ça va? J'ai faim. Merci à tous. À la prochaine.